Chers amis, avez-vous pris votre café et votre petit gâteau? Asseyez-vous bien, on va partir en haute mer. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau. Ce bateau sur lequel Paul voyageait avec plein d'autres gens vers Rome. Vous vous souvenez? Les marins ont ceint le bateau de cordes pour pas qu'il se fracasse dans les vagues. Ils ont jeté la cargaison à la mer, ou au moins ce qui était facile à sortir du ventre du bateau. Ils ont coupé les agrès. Le bateau dérive, freiné par les ancres flottantes. Si Paul n'avait pas donné un discours d'encouragement, certains passagers se seraient peut-être jetés à la mer. Mieux vaut en finir tout de suite que périr après d'inimaginables souffrances. Mais après le discours de Paul, ils tiennent à nouveau debout. Et au milieu de la nuit, ils ont l'impression d'approcher d'une côte. Après 14 nuits en mer, ce n'est pas trop tôt. Les marins jettent la sonde. 36 mètres. Une seconde fois, ils jettent la sonde. 27 mètres. Effectivement, on approche de la terre ferme, et vite en plus. Mais s'il y a des récifs, on risque de s'échouer à quelques centaines de mètres de la plage sans jamais pouvoir l'atteindre. Ce n'est pas comme si tout le monde savait nager. D'autres ancres flottantes sont jetées pour ralentir l'avancée. Les marins commencent à préparer la chaloupe. Il faut aller au-devant du bateau pour y poser des ancres, disent-ils. Mais Paul ne les croit pas et dit à l'officier qui l'accompagne, vous vous souvenez, Julius, de la famille de Jules César, Paul lui dit « Ils veulent filer à l'anglaise et nous laisser périr. Il faut qu'ils restent à bord, sinon on va tous y rester. » Julius partage cet avis. Il donne un ordre à ses soldats et de leurs épées ils coupent les cordes qui tiennent la chaloupe. La chaloupe tombe dans la mer et disparaît vite de leurs yeux. Alors que l'horizon commence tout juste à s'éclaircir un tout petit peu, Paul se lève à nouveau. « Les amis, dit-il, les amis, il faut manger maintenant. Depuis tant de jours, vous n'avez pas mangé, ne vous en privez pas maintenant. Ce que vous ne mangez pas dans l'heure sera perdu avec le bateau, et il faut que vous mangiez pour avoir des forces. Mais, je vous le promets, vous ne perdrez pas un seul cheveu de votre tête. » Puis, il prend une miche de pain, remercie Dieu devant tous, arrache un gros bout de pain et commence à manger. Les autres, le voyant manger, ne se laissent pas prier et se jettent eux aussi sur la nourriture. Quand tous sont rassasiés, 276 personnes à bord quand même, ils allègent le bateau en jetant le blé à la mer. Le jour se lève. On aperçoit une plage dans un golfe. Qu'est-ce qu'on cherche de mieux pour y faire échouer le bateau? Les marins abandonnent les ancres flottantes et reprennent les gouvernails fixés jusqu'alors par des cordes. Ils hissent la petite voile d'artimon pour qu'elle tire le bateau vers la plage. Mais, malheur, il racle un banc de sable. Le bateau s'accroche et s'enfonce par la proue d'avant, et l'arrière est brisé par la violence de la mer. Les soldats romains raisonnent. Si un prisonnier meurt ici, nous n'en serons pas inquiétés, c'est pas de notre faute. Par contre, s'il y en a un qui s'enfuit à la nage, on nous le fera payer. Donc mieux vaut les tuer directement, au moins nous serons assurés. Mais Julius, leur commandant, les en empêche. Il ne veut pas sacrifier Paul, il tient à cet homme. « Que ceux qui savent nager sautent à l'eau, crie-t-il, qu'ils essayent de gagner la plage. Et tous ceux qui ne savent pas nager, qu'ils s'agrippent à des planches, des débris du bateau, à tout ce qui flotte et peut les porter sur les vagues. » Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, c'était bien pire.
Et c'est donc en nageant ou en se tenant tant bien que mal aux débris du navire que tous cherchent à sauver leur vie. Les soldats, en plus, doivent sauver leur équipement, leur armature, ce qui ne facilite pas l'affaire. J'ouvre une parenthèse. Le récit comporte quelques incohérences, peut-être dues à l'ignorance de l'auteur en matière de navigation. Pour freiner un bateau que les vents poussent vers la grève, il faut surtout le retourner, de sorte que l'avant du bateau fasse face au vent. Et pour cela, il faut les ancres flottantes du devant du bateau. Il est donc assez probable que les marins, en mettant la chaloupe à la mer, ne préparent pas leur fuite, mais une action tout à fait dans l'art du métier. Et Paul l'aurait mal compris. Puis on avait dit dans l'épisode précédent que la cargaison a été jetée à la mer, et là, il y a encore une bonne charge de blé dans la coque. Qu'est-ce qu'il faut imaginer? Le blé est une cargaison assez dangereuse quand il est chargé en vrac. C'est ce qui a causé le naufrage d'un des derniers voiliers commerciaux, le Pamir, en 1957, parce que le blé, chargé en vrac, a bougé durant une tempête et a de ce fait déplacé le centre de gravité du navire jusqu'à ce qu'il chavire. On peut penser quand même que les Romains déjà chargeaient le blé en sac, et donc le risque que la cargaison bouge était bien moindre. Mais on nous avait dit, la cargaison est à la mer, et là, il y a le blé encore au fond. La question reste ouverte. Cependant, le nombre de voyageurs, 276, ne paraît pas exagéré. À l'époque, de très grands navires traversaient la Méditerranée. Il y a un demi-siècle, on a trouvé une épave à la Madrague de Gien, près d'Hyères, à côté de Toulon. J'aurais bien aimé vous montrer des images, mais elles sont protégées, et donc je ne peux que vous mettre des liens dans la description de cette vidéo. Cette épave, trouvée donc à quelques mètres de la plage de Toulon, est longue de 40 mètres, large de 9 mètres, et le navire a dû avoir une charge utile de plus de 400 tonnes. Nous pouvons imaginer que le voyage de Paul, un siècle après le naufrage de la Madrague de Gien, se fait sur un bâtiment de dimensions semblables, voire peut-être même plus grand. La dernière question qui reste, pourquoi est-ce qu'il reste 14 jours, 2 semaines entières, sans manger, alors qu'apparemment il dispose de nourriture? Ce serait irraisonnable d'affaiblir ainsi l'équipage du navire. Ils ont besoin de leur force pour guider le navire dans la tempête. Est-ce que Luc voulait forcer l'admiration des lecteurs pour le sauvetage miraculeux de tous ces humains en augmentant les difficultés, à commencer par le manque de nourriture et à terminer par la prétendue mauvaise intention des marins? Je ferme la parenthèse avec un point d'interrogation, mais maintenant, vous devinez ce que je vais vous dire. La suite dans une semaine. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous, faites attention, et donc à dans une semaine pour les 11 minutes à 11h11.